Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Les débuts de l'épuration, entre soif de vengeance et désir de justice. Épurer, c'est rendre pur, c'est éliminer les impuretés, c'est nettoyer. L'épuration, durant la Seconde Guerre mondiale, débute avant la libération, mais c'est surtout à l'été 1944 qu'elle se déploie avec un vocabulaire qu'il s'agit de préciser. Épuration sauvage, préjudiciaire, extrajudiciaire. L'Assemblée est en vacances, mais les discussions politiques se poursuivent, non sans âpreté, dans la presse quotidienne et hebdomadaire. L'un des débats qui a eu et qui a encore le plus de retentissement concerne l'esprit dans lequel l'épuration doit être conçue et conduite. Je crois qu'il serait opportun, pour que les auditeurs puissent bien suivre notre discussion, de leur rappeler un peu comment cette notion de haine et cette notion de justice sont venues au premier plan de l'actualité. C'est la semaine dernière que Jacques Duclos s'est écrié que dans cette sorte de crimes qui sont soumis à la juridiction de la Haute Cour, on ne pouvait pas juger sans haine. Et il a même ajouté, alors qu'un parlementaire disait « abat la haine », il a même ajouté que cette haine, lorsqu'il s'agissait de crimes contre la patrie, était une haine sacrée. La justice et la haine à la radiodiffusion française. Nous étions en août 1946 avec toujours cette question d'épuration. Fabien Lostec, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes chargé d'enseignement à l'université Rennes 2 et l'auteur de Condamné à mort, Condamné et ES. L'épuration des femmes collaboratrices 1944-1951, comme quoi cette question d'épuration s'étend sur plusieurs années, même si ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est cet été et ce mois de septembre 1944. Bonjour Christophe Bourseiller. Bonjour. Ombre invaincue, la survie de la collaboration dans la France de l'après-guerre 1944-1954. C'est le titre de votre ouvrage publié chez Perrin et c'est issu de votre thèse, dirigée par Pascal Horry. Oui. Ici, ce qui nous intéresse, Fabien Lostec, c'est cette précision de vocabulaire. On parle souvent d'épuration sauvage, aujourd'hui plutôt d'extrajudiciaire. Quelle est l'histoire de ce vocabulaire ? Oui, alors les mots sont effectivement très importants. Le terme d'épuration sauvage, alors il est très difficile d'en retrouver la naissance, mais il est certain que ce terme a été diffusé au sein de l'espace public par Philippe Bourdrel, qui est un journaliste qui a publié en 1988 un ouvrage qui s'appelle L'épuration sauvage. Alors dans cet ouvrage, il accumule, il fait se succéder les faits les plus horribles sans véritable remise en contexte, qui est tout de même un élément très important pour l'historien. Et donc ce terme, effectivement, s'est imposé, il faut bien le reconnaître, suite à cet ouvrage de Philippe Bourdrel, qui a été vendu tout de même à plus de 10 000 exemplaires. À tel point que dans la réédition poche de cet ouvrage de Philippe Bourdrel, eh bien sur la 4e de couverture, il était noté que Philippe Bourdrel avait imposé ce terme parmi les historiens. Mais je précise tout de suite, justement, que les historiens n'acceptent pas ce terme d'épuration judiciaire et le contestent au profit, justement, d'une épuration extrajudiciaire. Voilà, c'est ça. Pas d'épuration sauvage, parce que épuration sauvage, c'est lourd de sens, c'est-à-dire que ce mot s'impose dans les années 1980 et est repris par un univers d'extrême droite. Alors, le terme s'impose dans les années 1980, mais force est de constater que cette idée d'une épuration qui aurait été un véritable bain de sang uniquement fait de violence et d'injustice, elle remonte bien avant. Elle remonte finalement au lendemain de l'épuration. Parmi les écrits qui dénoncent cette épuration injuste et violente, voire barbare, eh bien, on va retrouver toute une presse d'une certaine droite, ou plutôt d'une droite certaine, et d'une extrême droite. Donc là, effectivement, il y a l'idée, en dénonçant cette épuration sauvage, eh bien, que ceux qui ont mené l'épuration étaient finalement des sauvages, des barbares. Et donc, de placer les épurés dans une position de victime à l'égal des victimes du nazisme ou du régime de Vichy. Alors je voudrais quand même mettre un petit bémol, parce que c'est vrai que ce terme de sauvage peut donner l'impression que les résistants, les libérateurs étaient des sauvages qui voulaient donc assassiner des collabos qui eux n'auraient rien fait, bien sûr. Maintenant, le mot sauvage dans le vocabulaire de l'époque fait référence à ce qui est extra-légal, à ce qui n'est pas légal. C'est-à-dire qu'on parle par exemple à la même époque de grève sauvage. Les grèves sauvages sont des grèves extra-syndicales et l'épuration sauvage
sauvage est une épuration effectivement extrajudiciaire. Donc le mot peut être employé, mais c'est vrai qu'effectivement il apporte une connotation, on pourrait dire un peu de soutien aux collabos, alors qu'il s'agit évidemment dans l'affaire d'être le plus précis possible, parce que cette épuration a été horrible. Les anciens collabos ont dit qu'il y avait eu plus de 100 000 morts, ce qui est évidemment complètement faux, puisqu'aujourd'hui on évalue le nombre global des morts à quand même entre 10 et 11 000, ce qui n'est pas rien, hein, c'est quand même assez important, mais enfin c'est pas 100 000 évidemment, mais maintenant ce qui est certain, c'est que ceux qui ont été épurés ou assassinés parfois, ou torturés dans des conditions épouvantables dans certains cas, étaient aussi eux-mêmes les coupables de crimes tout aussi épouvantables. Fabien Lostec. Alors, il ne s'agit pas effectivement de nier les excès qui ont pu exister à la sortie de l'occupation, les excès, les dérapages de l'épuration, mais finalement, tous les historiens aujourd'hui spécialistes de l'épuration s'accordent pour dire finalement que ces excès, ces dérapages ont été minoritaires. Si on regarde l'épuration dans son ensemble, c'est-à-dire la partie extrajudiciaire, mais il ne faut pas oublier que la partie extrajudiciaire va très vite laisser la place à la partie judiciaire. Donc, je tiens tout de même à souligner effectivement que ce terme d'épuration sauvage est rejeté par la communauté historienne aujourd'hui. Avec la chronologie à prendre en compte, cette épuration extrajudiciaire, c'est-à-dire sans la mise en place de grands tribunaux, commence avant la libération. On a évoqué la libération est progressive. Exactement, c'est ça. À l'automne 1944, une grande partie de la France n'est pas libérée. C'est pas parce que Paris est libéré que le reste du monde est libéré. Donc la situation est très incertaine. D'abord, il ne faut pas oublier qu'environ 15 000 collaborateurs, en incluant leurs familles, sont partis en Allemagne. Donc ils vont se rassembler, alors pour certains à Sigmaringen, d'autres sur une île du lac de Constance, qui est l'île de Mainau, d'autres vont aller s'égailler un peu partout en Allemagne. Donc il y a cette présence inquiétante, et puis nul ne dit que les troupes allemandes ne vont pas réattaquer. Il y a même un doute à la fin de l'année, en se disant que une offensive von Joltitz va peut-être fonctionner, il va peut-être y avoir un retour des Allemands à Paris. Donc il y a cette crainte qui est là, et par ailleurs, étant donné que la France se libère progressivement, les institutions de l'État ont du mal à se mettre en place, parce que les Allemands partent, les résistants qui sont là prennent le contrôle, donc évidemment c'est un contrôle plus ou moins légal, avec des débordements parfois, et puis progressivement des commissaires de la République sont mis en place, et là l'épuration qui effectivement est sans contrôle va être une épuration, on va dire cadrée, judiciaire, assez dure d'ailleurs, il y aura beaucoup de condamnés à mort, etc., mais enfin une épuration légale. Alors si on regarde la chronologie, l'épuration, finalement elle débute sous l'occupation, durant l'occupation. Dès 1940, on enregistre un peu partout en France des menaces qui sont prononcées à l'encontre des collaborateurs ou ceux qui sont présumés tels. On leur adresse des petits mots dans les boîtes aux lettres, des cercueils, des insultes, et ces menaces vont progressivement, mais très vite, se transformer en actes. C'est-à-dire que les premières exécutions de collaborateurs, elles datent de 1941 et les premières tontes de 1942. Donc finalement, on a déjà une épuration qu'on peut appeler une épuration de guerre durant l'occupation et qui va s'accélérer durant le processus insurrectionnel de la libération, c'est-à-dire entre le 6 juin 1944 et la libération effective du département qui est libéré. Mais là, il faut poser la question du rôle joué par le Parti communiste à partir du moment où l'Allemagne attaque la Russie en 1941. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le Parti communiste, qui jouait une carte incertaine, on va dire pour être gentil, entre 1940 et 41, va tout à coup se jeter dans la résistance. Et puis il existe une pratique, on est dans une période stalinienne, il existe une pratique au sein du Parti communiste depuis les années 30, qui est ce qu'on appelle les listes noires du PCF, qui consiste à éliminer ses adversaires, généralement les dissidents, et or, à partir de 1941, il va y avoir la résistance, bien sûr, et ses héros, mais il va y avoir aussi des éliminations de chefs collabos, notamment de membres liés à Jacques Doriot, qui sont des transfuges du Parti communiste, et donc des hommes à abattre. Donc il y aura un certain nombre de personnes qui vont se faire abattre, et ça va être le début d'un phénomène.
les FTP, les francs-tireurs partisans, avec ces listes, vous l'avez dit, et les collaborationnistes eux-mêmes sont au courant de tout cela. Ils savent que si la libération arrive, ils risquent gros, et d'ailleurs, ils s'en servent comme élément de propagande dans leur discours. C'est le cas de Philippe Henriot en mai 1944. Je voudrais m'offrir ce soir le luxe de fournir à mes interlocuteurs les plus spirituels d'Alger et de Londres matière à ironiser devant leurs clients. Après tout, comment résister à la tentation de poser des questions à des gens si sûrs d'eux, dussent ces questions leur paraître ridicules. Je me risque donc. Voilà des mois et des années même que j'entends sur toutes les longueurs d'onde de la dissidence et de ses maîtres annoncer le sort qui nous sera fait après la libération. On s'occupe avec 1000 détails et une sollicitude touchante de notre futur ravitaillement, de l'épuration qui sera impitoyablement poursuivie, de l'organisation des élections, du choix de notre futur gouvernement. Nous sommes accablés de renseignements. Seulement, tous commencent par la même formule. Dès que nous serons vainqueurs, nous exécuterons les hommes de Vichy. Dès que nous serons vainqueurs, nous rétablirons la démocratie. Dès que nous serons vainqueurs, nous choisirons notre régime. Dès que nous serons vainqueurs, nous reprendrons notre vieille devise, toutes les places et toutes choses. Dès que nous serons vainqueurs... Bien. Mais ma question dont je sens tout le ridicule, croyez-le, messieurs d'Alger et de Londres, ma question indiscrète et déplacée, celle qui va vous faire éclater d'un rire homérique, c'est celle-ci. Et si vous n'étiez pas vainqueur? Philippe Henriot, le 24 mai 1944, un mois plus tard, il est abattu. Ça, c'est un exemple, Fabien Lostec, de cette épuration avant la libération. Voilà, exactement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, si on regarde un petit peu de plus près les chiffres, il faut rappeler que les exécutions sommaires, parmi les exécutions sommaires, 80% des exécutions sommaires ont lieu avant la libération. Donc, on voit bien la place prise, justement, et dont 60% environ durant le processus insurrectionnel de la libération. Donc, on voit bien comment ces quelques semaines, effectivement, sont cruciales lorsqu'il s'agit de comptabiliser le nombre d'exécutés sommaires. Et donc, comme ces exécutions sommaires, mais aussi ces ondes se multiplient durant la phase insurrectionnelle, eh bien à la libération, l'épuration n'est pas une surprise, comme vous le précisiez tout à l'heure. C'est-à-dire que les collaborateurs savaient ce qui pouvait leur arriver une fois la libération venue. Ils n'en étaient pas conscients. Ils n'en étaient pas vraiment conscients quand ils vivent dans une espèce de nuage un peu éthéré, et ils sont persuadés que au fond le nouvel État qui va se mettre en place va les traiter avec, on pourrait dire, respect. Pierre Laval va jusqu'à envisager en 1944, pendant l'été 44, de revenir à Paris pour se tenir dans l'Assemblée nationale et dire, voyez, nous avons maintenu les institutions. Donc ils sont persuadés qu'au fond, il va y avoir une espèce de passation de pouvoir entre hauts fonctionnaires, et qu'il n'y aura pas ce massacre-là. Ils sont dans une forme de rêve. De même, ils sont persuadés, pour beaucoup d'entre eux, que la progression des Alliés n'est que momentanée. Il y en a un qui dit, alors c'est celui qui dirige l'Illustration, dont j'ai oublié le nom, que Jacques de Lédin, voilà, qui fait un article, son dernier article dans l'Illustration avant de partir à Sigmaringen, et qui dit, je vous fais le pari que je serai de retour dans la capitale avant Noël. Vous voyez, alors évidemment, il n'est jamais été de retour dans la capitale. Vous voyez, donc il y a là un aspect intéressant, parce qu'en fait, ils ne sont pas conscients, ils ont du mal à mesurer la réalité de ce qui va leur tomber dessus. Il est vrai qu'ils ont bénéficié pendant toute la guerre d'une espèce de privilège extraordinaire. Je vous donne un exemple. Un milicien près de Paris, à Neuilly, renverse une femme dans la rue. Il s'en va, il se fait arrêter par la police, évidemment, parce qu'il a quand même renversé une femme, et il est libéré par les Allemands 1 heure plus tard. Donc vous voyez, il y a un sentiment d'impunité du côté des miliciens, du côté des collabos, qui est extraordinaire. Et de voir ça s'écrouler, ils ont du mal à le comprendre. Avec toute une graduation de la collaboration, du collaborateur au collaborationniste. Ah oui, bien sûr. Il y a aussi des engagements qui font que, pour certains et pour certaines, le danger est immense au moment de la libération. Vous le montrez bien, Fabien Lostec, en étudiant le pourquoi d'une épuration. Et si on prend le cas des condamnés EES, c'est-à-dire des femmes, c'est vrai que l'image que nous avons tous, c'est une femme qui a couché avec un Allemand, et vous démontez complètement cette idée-là à partir de votre travail.
Oui, c'est-à-dire que pendant longtemps, l'image qui a dominé la mémoire collective, c'est l'image des femmes tondues. Donc il y a eu un gros travail sur les femmes tondues, celui de Fabrice Virgili, qui a soutenu sa thèse en 2000 et qui a très bien démontré, d'une part, que c'était un phénomène social massif. Il évalue à environ 20 000 le nombre de femmes tondues en France à la Libération. Et donc l'idée de mon travail sur les condamnés à mort, c'était un petit peu de prendre le contre-pied de cette image des femmes tondues qu'on associe, comme vous venez de le dire, souvent aux femmes qui ont, entre guillemets, couché avec les Allemands. On appelle la collaboration horizontale. Alors, là aussi, un terme qui est un petit peu connoté, pour le moins, et donc que les historiens préfèrent parler de collaboration sentimentale. Donc, effectivement, il y a une association qui est faite entre, les femmes tondues et les collaboratrices sentimentales. Et donc, l'idée, en travaillant sur les femmes les plus lourdement condamnées, c'était de montrer que les femmes avaient participé aussi au collaborationnisme que vous évoquiez, qui suppose une adhésion, un certain militantisme, voire un activisme au service de l'Allemagne nazie. À l'instar des hommes. Voici des femmes qui ont pratiqué ce que le peuple appelait la collaboration horizontale. Et voici du plus gros gibier, monsieur Stéphane Lausanne, ce journaliste qui a déshonoré Paris depuis 4 ans, pour ne pas dire plus. L'autre, c'est monsieur le président Devise, l'homme du tribunal spécial qui, aux ordres d'Hitler, a condamné à mort des Français. Ici, les Allemands n'ont même pas eu besoin du président Devise pour tuer. À Romainville, avant de partir, ils ont fusillé pêle-mêle des hommes et des femmes. Une fois de plus, ils ont laissé leur marque. La signature des brutes qui ne savent signer qu'avec des croix. Des actualités françaises en septembre 1944 qui évoquent alors différents cas. Stéphane Lausanne, c'est le rédacteur en chef du journal Le Matin. Et puis, il y a ces anonymes qui sont évoqués ici. Étudier l'épuration, c'est étudier la diversité. Alors, diversité géographique, diversité chronologique. Et puis, il y a tous les possibles. C'est très dur à saisir ce moment-là. Alors, les chiffres sont utiles, réussir à estimer le nombre. Vous avez dit 100 000 évoqués très souvent par les extrêmes. Par Jean Masse dans Le Système, qui était le livre le plus connu de l'époque, qui dénonçait, entre guillemets, les crimes, ce qu'on appelait à l'extrême droite, les crimes du résistentialisme. Et aujourd'hui, on est, par les travaux, autour de 10 000 individus concernés, peut-être même moins. Et pour les condamnés à mort, est-ce que l'on arrive à savoir pour l'épuration extrajudiciaire, c'est-à-dire nous sommes dans ce moment premier avec quelqu'un qui va être exécuté, c'est massif ou pas ? Alors, pour les exécutions sommaires, les dernières enquêtes qui ont été menées, c'est-à-dire les enquêtes des correspondants du comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale pour être précis, on a des résultats pour 84 départements. Et pour ces 84 départements, si on cumule les chiffres, on arrive à un peu plus de 8000 exécutions. Donc, les historiens s'accordent aujourd'hui pour dire qu'il y a environ 9000 exécutions sommaires si on ajoute les départements manquants. Alors depuis la publication de ces travaux, il y a des historiens qui ont effectué des monographies à l'échelle départementale ou régionale, qui ont pu ajouter des exécutions qui n'avaient pas été comptabilisées par les correspondants du comité, ou à l'inverse, c'est le cas notamment dans le Maine-et-Loire, étudié par Marc Bergère, diminuer le nombre d'exécutés sommaires. Donc, je pense qu'à l'heure où on parle, le chiffre et la donnée de 9000 est une donnée véritablement solide et qu'il faut partir de ce nombre. Christophe Bourseiller, au moment où vous étudiez la survie de la collaboration dans la France de l'après-guerre, donc le titre de l'ouvrage c'est « Ombre invaincue », il y a cette question quand même de se dire, mais ayant été collaborateur pendant la Seconde Guerre mondiale, et même si vous nous avez expliqué cet univers très particulier dans lequel évoluaient ces individus, il y a quand même l'idée de trouver une solution de repli. En fait, il n'y avait pas systématiquement l'idée de se cacher au moment où les Alliés progressaient. C'est-à-dire que contrairement aux nazis allemands, qui bénéficiaient de filières, qui bénéficiaient de réseaux, qui avaient anticipé de façon très germanique peut-être leur repli, justement leur exfiltration vers des pays étrangers, les Français
se sont cachés dans le désordre. Et donc, il y a eu une espèce on pourrait dire ils se sont enfuis. Il y a eu une fuite éperdue de la part de beaucoup de Français. Alors, il y a eu deux types d'attitudes. Il y a ceux qui sont restés en France. Et alors, ceux-là, ça a été très dur pour eux parce qu'en fait, ils ont compris très vite qu'il fallait jouer la montre. Dans la mesure où, si on était capturé à l'automne 44, on risquait d'y passer, voire de se faire avoir par des résistants qui allaient vous descendre immédiatement. Mais par contre, si on arrivait à attendre, il y a eu un vent, on pourrait dire, de réconciliation nationale qui a soufflé très vite en France. Ça a fait polémique, il y a une polémique qui a enflé. Et si en 48 on se faisait avoir, en fait, le traitement était beaucoup plus sympathique et on faisait très peu de jours de prison et on ressortait assez rapidement. Et donc c'est la carte qu'ont joué certains. Et puis il y a ceux qui sont partis donc en Allemagne. Alors ceux-là, ça a été des épopées absolument incroyables. Ce sont des récits dignes de films d'action ou de thrillers. Et alors ceux-là, certains ont réussi tant bien que mal à gagner l'Espagne puis l'Argentine. Il y a eu quand même une filière très importante de Français en direction de l'Argentine de Juan Perón qui les accueillait à bras ouverts. Et puis il y a eu l'aide d'un certain nombre d'institutions qui sont venues en aide à ces Français, notamment l'Église. C'est Marcel Déat, c'est bien connu, le grand chef collaborationniste, a bénéficié d'une aide active de l'Église puisqu'il est mort de sa belle mort en 1955 dans un monastère à Turin, et beaucoup d'autres ont réussi à se cacher pendant de très nombreuses années, comme Paul Touvier, le milicien Paul Touvier, qui a bénéficié d'une aide très forte de l'Église. Et puis alors il y a une autre aide dont on parle depuis peu, c'est Gerald Steinacher qui en parlait, l'historien, dans un livre récemment, c'est le Comité international de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge est venue en aide aux nazis d'ailleurs et aux collabos également. Pourquoi ? Parce que le directeur de la Croix-Rouge pendant la guerre était un pro-fasciste, un pro-nazi, et il distribuait des passeports temporaires pour permettre aux gens qui sortaient des camps de revenir chez eux, parce qu'ils n'avaient plus de papier, bien évidemment. Et beaucoup de collabos ont bénéficié de ces passeports temporaires pour justement essayer de s'enfuir, généralement vers l'Italie, généralement vers Gênes, dans l'espoir de s'embarquer pour l'Argentine ou de gagner l'Espagne. Fabien Lostec. Alors, si on s'intéresse à ceux qui restent, c'est-à-dire ceux qui sont concernés par l'épuration extrajudiciaire dès le printemps et à l'été 1944, je pense qu'on ne peut pas comprendre l'épuration extrajudiciaire si on ne fait pas la différence entre les textes de loi, c'est-à-dire quand l'épuration judiciaire et l'épuration légale va se mettre en route à compter de l'automne 1944, on définit la collaboration et ce qu'on entend par collaboration, sauf que là, on est dans la phase préjudiciaire pour l'essentiel. Et donc, la collaboration telle qu'elle est définie dans les textes de loi, ce n'est pas la collaboration telle qu'elle est vue par la population à la libération. Et donc là, il y a une notion qui me semble très importante, c'est la notion de suspect. C'est-à-dire que la population va suspecter des femmes et des hommes, parfois malgré l'absence de faits qui peuvent être démontrés, répréhensibles. Donc, ce sont des gens qu'on a vus, ou des femmes par exemple, au bras d'Allemands, et on va leur reprocher deux choses essentiellement, c'est-à-dire un certain rapport au plaisir, un plaisir qui peut être alimentaire, notamment en période de pénurie alimentaire, un plaisir festif ou, pour les femmes, un plaisir sexuel. Et une deuxième chose, c'est finalement d'avoir cessé de croire en la future victoire des Alliés. Et donc là, Luc Capdevila, dans sa thèse sur les Bretons au lendemain de l'occupation, a bien démontré qu'il y avait un processus de germanisation en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on déniait aux collaborateurs et aux collaboratrices leur identité de Français et de Françaises. Ils n'étaient plus Français, ils étaient en quelque sorte en partie allemands. Alors, pour compléter ce qu'a dit Fabien, ce qui est intéressant, c'est de voir que les excès de l'épuration extrajudiciaire vont parfois profiter aux collaborationnistes. Par exemple, si je vous donne l'exemple de Georges Albertini, qui est un des grands chefs du Rassemblement national populaire, donc ultra-collabo, qui est resté en France, Georges Albertini va être arrêté, il va se cacher, et donc il va être arrêté un peu plus tard, et donc il va, lui, se retrouver dans le cadre légal, et lors de son procès, il va faire
faire valoir les épouvantables sévices qu'a enduré sa compagne. Car l'épuration extrajudiciaire est une épuration effectivement sexiste, une épuration sans limite, et la femme l'ex-femme de Georges Albertini va être capturée par les FTP, va être conduite dans un endroit de sinistre mémoire qui existe encore aujourd'hui, mais qui est devenu plus sympathique, qui s'appelle l'Institut dentaire, dans le 13e arrondissement de Paris. Et là, elle va être torturée pendant de longs jours, et notamment, de façon très ambiguë et malsaine, on va lui brûler des mégots de cigarettes sur les seins, sous les yeux de son bébé, qui va décéder peu de temps après. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il va en mourir. Évidemment, lors de son procès, ce drame vécu par Georges Albertini, même si ce n'était plus sa compagne puisqu'ils ont été séparés, enfin c'était son bébé, va beaucoup jouer en sa faveur et va aider à sa libération anticipée. Oui, parce que c'est une histoire du genre, hein, cette histoire-là. Condamné EES à mort, c'est votre ouvrage, Fabien Lostec, publié aux éditions du CNRS, et vous le dites bien, hein, que ce moment particulier, c'est aussi celui du rétablissement d'un ordre masculin particulièrement répressif à l'égard du sexe féminin. Et particulièrement pertinent d'étudier aussi la période de l'épuration avec ce regard-là porté sur l'histoire du genre. Oui, la dimension genrée des violences populaires est très importante. C'est-à-dire que, alors je ne voudrais pas assaillir l'auditeur de chiffres, mais on a 20 000 femmes tondues. Quelques hommes parmi ces 20 000, mais vraiment un chiffre marginal. Les femmes représentent au moins 20% des individus exécutés sommairement, parfois un tiers dans une région comme la Bretagne. Et ensuite, elles sont aussi concernées par l'épuration légale. Elles comptent au moins pour un tiers des personnes internées à la libération, internes administrativement. Elles forment un quart des personnes jugées, alors qu'en temps ordinaire, les femmes parmi les justiciables, c'est plutôt autour de 10%. Donc on voit bien que les femmes sont présentes de manière très importante parmi toutes les formes d'épuration. Par contre, je voulais un petit peu mettre moi aussi un bémol sur ce que vient de dire Christophe Bouteiller. Quand on évoque effectivement l'épuration extrajudiciaire, dire qu'elle profite aux collaborationnistes, c'est un peu repartir sur le stéréotype du bouc émissaire. C'est-à-dire que elle a profité à Georges Albertini. Oui, d'accord, c'est un cas. Mais il y a des collaborationnistes qui sont concernés par l'épuration extrajudiciaire. L'épuration extrajudiciaire, elle ne va pas concerner que les lampistes, comme ça a longtemps été dit. Les principales personnes qui sont visées durant la phase insurrectionnelle de la libération, c'est souvent des adversaires armés, des collaborationnistes, miliciens, membres du PPF, des gendarmes ou des policiers trop zélés par exemple. Donc voilà, il y a l'épuration extrajudiciaire, elle cible prioritairement. Alors après, effectivement, vous avez raison, il y a pu avoir des excès, des dérapages qui sont aujourd'hui bien connus, mais dans cette épuration, elle n'est pas... Il y a une multitude de cas, dont énormément de cas scandaleux. Je ne veux pas non plus donner l'impression de défendre les collabos qui eux-mêmes ont été coupables. Je parle notamment des miliciens ou des groupes d'action du PPF de crimes épouvantables. Enfin, il est certain qu'il y a eu il y a énormément... Je me souviens de témoignages d'un groupe de FTP qui va assassiner un type sur sa chaise roulante, par exemple, d'un type de 16 ans qui a commis l'erreur de s'engager en août 44 dans la milice, donc il a été refusé, mais quand il rentre à son village, on l'abat d'une balle. Enfin, vous voyez, c'est un couple qui se marie, et le jour de son mariage, les résistants arrivent et abattent la noce. Enfin, ils pendent le marié et l'épouse, vous voyez. Enfin, voilà, ce sont évidemment des cas assez terrifiants. Un médecin qui est coupable d'avoir, malgré lui, obéi aux ordres des Allemands en disant qu'on était apte ou pas au STO, au service du travail obligatoire pendant la guerre, et qui se fait émasculer. Vous voyez, là encore une fois, connotation sexuelle. Vous voyez, donc ce sont des faits. Maintenant, évidemment, ces faits n'exonèrent pas les crimes commis par les prédécesseurs. Maintenant, je voulais dire un mot à propos de la collaboration féminine, parce qu'on s'aperçoit que la collaboration, c'est quelque chose de très masculin. C'est-à-dire, quand on voit les états-majors des mouvements collaborationnistes, ce sont quasiment que des hommes. Il y a vraiment des hommes, et les femmes sont vraiment ravalées à un rang soit de femmes au foyer, soit de femmes frivoles. On insiste sur la frivolité des femmes qui accompagnent, par exemple, les hommes à Sigmaringen, en disant, elles ne se rendent pas compte, vous voyez, ou alors elles sont utilisées pour séduire.
Donc elles sont là pour séduire l'adversaire, pour préparer un attentat. Elles sont dans cette posture-là. Donc elles ne sont jamais considérées dans l'imaginaire collaborationniste comme à l'égal des hommes, parce qu'il y a un virilisme extrêmement fort et très présent chez les collabos. Et je dois dire que de ce point de vue-là, la résistance est assez différente, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes finalement résistantes que vous allez trouver de femmes collaborationnistes. Oui, parce que dans votre démarche... En tout cas, dirigeantes. À vous, Fabien Lostec, en étudiant ces condamnés à mort, ces femmes condamnées à mort, la part de la relation avec un Allemand est infime pour la condamnation à mort. La délation, la participation à l'action policière, ça, c'est ce qui domine. Et en écho à ce que vient de dire Christophe Bourseiller, c'est très intéressant de voir comment ces femmes collaborationnistes ont été effacées elles-mêmes presque des mémoires, comme si leur condamnation et leurs actions pendant la guerre par leur genre ne méritaient pas d'être retenues. Et ce travail-là met en avant leur rôle pendant l'occupation. Oui, c'est exactement ça, vous avez raison de le souligner, c'est-à-dire que si la figure de la tondue a dominé pendant toutes ces années associée à la figure de la collaboratrice sentimentale, c'était bien car justement on insistait sur le caractère sexuel de la collaboration des femmes et on a oublié que des femmes avaient pu s'engager pour de véritables motivations politiques et des mobiles politiques. Alors il y a eu quelques collaborationnistes de choc. Il y avait Maud Champtier de Ribes qui était sur sa moto et qui était une combattante, on pourrait dire pro-nazi. Il y a eu quelques cas quand même assez forts, mais c'est vrai que quand même c'est une affaire d'hommes. Avec cette image qui traverse... depuis la libération, l'image de l'épuration, celle des femmes tondues, avec évidemment ici toute la complexité de cette situation. 1964 dans le cours de l'histoire sur France Culture. Fabien Lostec, les formes que peut prendre l'épuration, on parle des condamnés à mort, bien sûr, mais il n'y a pas que ça, on parle des tondus. Il y a toute forme de violence. L'épuration, c'est... tous les possibles pour s'attaquer, et de manière légitime après les 4 ans d'occupation, à celles et ceux qui ont collaboré. Ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, particulièrement dans le cours de l'histoire, c'est cette épuration extrajudiciaire, ces premiers temps. Et là, il y a toute la question du procès, de la justice, de la défense. Mais ça peut prendre toutes les formes. Oui, effectivement, l'épuration, c'est à la fois un moment, une période qui coïncide pour l'essentiel avec la sortie de l'occupation, mais c'est également un processus de désignation sociale des traîtres et de châtiment des traîtres. Et donc, effectivement, si on doit schématiser, on a une épuration extra-légale que l'on évoque, extrajudiciaire, que l'on évoque depuis tout à l'heure, et une épuration judiciaire qui, elle aussi, une épuration légale, qui, elle aussi, est multiple. C'est-à-dire qu'elle peut être judiciaire, donc là, on a les tribunaux de l'épuration, les cours de justice et les chambres civiques, qui sont des tribunaux spécialement installés à la Libération pour juger les collaborateurs ou présumés tels. On va avoir des tribunaux militaires aussi, qui jugent avant l'ouverture des cours de justice et après la fermeture des dernières cours de justice. Mais ça, c'est la partie judiciaire. Après, on peut avoir une épuration administrative, professionnelle, économique, c'est-à-dire qu'effectivement, l'épuration est plurielle et il faut prendre en compte cette pluralité pour véritablement comprendre à quel point l'épuration a été un phénomène social massif. Parce que là encore, pendant longtemps, il y a eu l'image d'une épuration qui n'avait pas été faite ou mal faite. Là encore, les dernières avancées historiographiques démontrent que cette épuration, dans les conditions qui étaient celles de l'époque, elle a réussi à se tenir de manière correcte, finalement. Moi, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'une épuration puisse se tenir de manière correcte, de même que je ne crois pas non plus qu'on puisse dire que l'épuration a commencé dès 1940. De 40 à 44, il y avait la résistance, il y avait la guerre, et en 44, il y a la libération. Et à ce moment-là, bien sûr, il y a ce moment de vengeance. Qui peut être une vengeance légitime, une vengeance légale ou une vengeance illégale dans le cas de cette collaboration extrajudiciaire. Maintenant, ce qui est intéressant d'observer, c'est que finalement, la collaboration judiciaire, l'épuration judiciaire, l'épuration légale, en fait, elle est très dure et elle touche énormément de gens. C'est-à-dire qu'elle touche à peu près tous les gens qui étaient membres de partis. Il y a une liste qui est publiée par l'État, qui donne la liste de tous les partis collaborationnistes, mais elle touche aussi les abonnés aux journaux. Donc elle touche aussi ceux qui ont, par exemple, quand on était membre du groupe Collaboration pendant la guerre, il suffisait d'assister à une réunion du groupe Collaboration pour être mis sur la
liste des membres du groupe Collaboration. Il y avait une forme de, vous voyez, ils voulaient grossir leur rang. Et du coup, ceux qui avaient participé à une réunion, parfois par curiosité, de ce groupe soi-disant culturel qui défendait les thèses nazies, se retrouvaient après la guerre dans une situation épouvantable. Alors ça, évidemment, ça allait. Il y a eu plusieurs niveaux on pourrait dire de sentences judiciaires. C'est-à-dire qu'il y a eu évidemment des gens qui ont été privés de leurs droits civiques. Il y a des professions qu'on ne pouvait plus exercer. Par exemple, pendant une certaine période assez courte, les anciens collabos n'avaient plus le droit d'être dans les médias. Après, ils ont eu assez rapidement, dès 48, de nouveau le droit d'exercer la profession de journaliste, et beaucoup sont rentrés dans la presse d'ailleurs à ce moment-là. Mais vous savez effectivement ce phénomène-là. Donc vous voyez, c'est une épuration légale qui est assez dure. Simplement, il va se passer quelque chose d'assez rapide. C'est qu'au fond, quand Robert Brasillac va être tué, donc condamné à mort et exécuté, ça va provoquer un débat de société. Et ce débat de société va faire une sorte de boule de neige en France, et progressivement, mais assez rapidement, va souffler un vent de ce qu'on pourrait appeler la réconciliation nationale, avec l'idée étant, est-ce que finalement il n'est pas le temps de mettre un mouchoir sur le charnier et de passer à une époque nouvelle? Et là, les collaborationnistes vont profiter vraiment de ce changement de situation. Regardez, Brasillac, il se fait exécuter, il n'a tué personne, il a certes incité à tuer, il a écrit des textes, mais il n'a fait qu'écrire. Et Lucien Rebatté, qui est dans la même situation, lui, il lui arrive rien. Il va continuer à écrire, il va écrire dans Rivarol jusqu'à sa mort, il va poursuivre sa carrière, vous voyez, parce que simplement, il a eu l'intelligence de se cacher un peu plus longtemps. Et tout est là dans ce sens de la chronologie. Il faut bien dire que l'épuration a été assez complète en France, mais qu'il y a quand même eu pas mal de gens qui sont passés entre les mailles du filet et qui ont réussi à influencer la France de l'après-guerre. C'est pour ça que j'ai voulu travailler sur ce sujet-là. C'est vrai qu'il y a quand même eu des gens qui ont réussi à peser sur la France de l'après-guerre, à modifier le visage de la France de l'après-guerre, alors qu'ils avaient un passé pour le moins sulfureux et difficile à soutenir. Oui, parce que quand on regarde l'histoire de l'extrême droite, effectivement, il y a cette longue continuité idéologique qui traverse le XXe siècle. Vous avez l'extrême droite, ces collaborationnistes se recyclent. Alors ça dépend. Les anciens de Vichy vont pour beaucoup d'entre eux façonner le visage légal de la 4e République. Et quant aux collaborationnistes les plus hardes, certains vont évidemment contribuer au réveil de l'extrême droite dans l'après-guerre avec le poujadisme et avec la défense de l'Indochine et de l'Algérie française. Et puis d'autres vont s'engager dans l'anticommunisme en profitant des largesses que les Américains leur offrent. Et dans la foulée, certains vont participer à l'Union européenne, vont être les artisans de l'Union européenne. Nous parlons des victimes de l'épuration, qui eux-mêmes sont coupables d'autres crimes. Il y a les acteurs de cette épuration. On a parlé des francs-tireurs partisans, des résistants, des FFI, mais il y a l'ensemble d'une population qui est concernée au moment de l'épuration. Témoignage. Nous étions dans le train, puis ils étaient 4 ou 5, ils sont venus vers nous, ils nous ont fait lever des banquettes, puis ils nous ont dit « Allez, suivez-nous ». Et ils ont fait arrêter le train à la Mure, et ils nous ont fait descendre. Alors moi qui fréquentais le Fettwebel, et puis une autre qui fréquentait un cuisinier, et puis une qui était au bordel à Cap, une jeune femme qui était au bordel. J'avais une photo comme ça, Siegfried, dans mon sac, ils l'ont déchirée, me l'ont jetée par la figure. En me disant, regarde ton Bosch, ce qu'on en fait. Et puis, ils ont fait des recherches. Et puis, quand ils ont vu que moi, j'étais pas inscrite à point d'endroit, ni à la Gestapo, ni à la commandature, alors ils ont dit, bon, ça c'est une histoire d'amour, on va pas s'arrêter là-dessus. La maréchaussée nous a accompagnés jusqu'en haut, comme si on allait à l'échafaud. Alors, ils nous ont mis sur une chaise, et puis, avec la tondeuse, hop. Et puis, il y avait toute la foule qui était là, qui hurlait « sale Bosch, salope ». J'ai pleuré, mais ils n'ont pas vu. Quand j'étais comme ça et que je voyais mes cheveux qui tombaient. Et les cheveux, ils les ont mis dans un papier, comme ça, ils me les ont jetés par la figure. J'ai repris le papier, j'aurais foutu par la gueule. Tac, j'ai dit, gardez-les. En souvenir, paf, là-haut sur l'escalier. Encore, on a eu de la chance qu'ils ne nous aient pas foutus à poil, parce qu'ils en promenaient toutes nues, et ils les tondaient nus. Et nous, ils ne nous avaient pas déshabillés. Témoignage de Mandoline tondue à la Libération, c'est dans l'émission Là-bas si j'y suis de Daniel Mermet, c'est sur France Inter. C'était un témoignage là, diffusé en 2002. Fabien Lostec, oui, on l'entend ici,
les acteurs de l'épuration sont multiples. Oui, le témoignage est très très riche et très très dense. Alors ce qu'il faut souligner, c'est la place de la foule, effectivement, en place de la population, pour être plus précis. C'est-à-dire que la population, elle n'est pas inactive lors d'une tonte. Elle assiste, bien évidemment, mais elle peut aussi insulter les femmes qui sont tondues, cracher sur les femmes qui sont tondues. Donc il y a le bruit, il y a les gestes, voire des coups qui sont portés. Et ce qui est intéressant, cette femme dit « heureusement » qu'ils ne m'ont pas mise à poil, entre guillemets. Eh bien, là, c'est intéressant parce que les travaux de Fabrice Virgili, justement, ont démontré que la tonte n'était pas exclusive d'autres châtiments. D'autres châtiments populaires, c'est-à-dire la mise à nu, le marquage avec des croix gammées, par exemple, sur le corps de la tondue, mais aussi d'autres châtiments légaux. C'est-à-dire qu'une tondue peut très bien être jugée ensuite par les tribunaux de l'épuration. Donc ça, c'est un élément très important à prendre en compte, comme la scénographie des tontes. Et là, il y a quelque chose de très important, il me semble, à mettre en avant, c'est la place des autorités à la libération. C'est-à-dire que pour faire simple, on pourrait diviser les autorités en deux groupes, les autorités de fait, qui sont les membres des forces françaises de l'intérieur, les comités départementaux de libération, et les autorités de droit, les représentants du gouvernement provisoire de la République française, avec les préfets et les commissaires de la République. Et un certain nombre de tontes, eh bien, s'effectuent, si ce n'est en présence, du moins sous l'œil de ces autorités de droit, qui peuvent parfois laisser faire pour se ménager un avenir meilleur. Et ce qu'on constate également lors de beaucoup de scènes de tontes, c'est la présence de forces de l'ordre. Une cogestion des tontes entre les forces françaises de l'intérieur et, eh bien, parfois les forces de l'ordre, la police, la gendarmerie, qui peut donner l'impression d'une certaine légalité à la population. L'organisation également de tribunaux populaires. Ces tribunaux populaires qui vont juger, alors bien évidemment avec des procédures sommaires d'interrogatoire et de jugement, mais qui, là encore, peuvent donner l'impression d'une certaine légalité à la population. Les tribunaux populaires nous conduisent en Ariège, à Pamiers. À Pamiers, dites-nous, Fabien Lostec, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces tribunaux populaires, particulièrement à cet endroit-là? Et d'ailleurs, dans le travail que vous avez effectué sur l'épuration, on voit bien qu'il y a une géographie de l'épuration. Nous nous situons en Ariège. Ça veut dire quoi ici, être en Ariège, avec la mise en place de tribunaux populaires? Oui, alors le tribunal populaire de Pamiers, en Ariège, est très bien connu puisqu'il a fait l'objet d'un article du grand historien de l'opinion publique, Pierre Laborie. Et Pierre Laborie, donc, étudie ce tribunal populaire qui fonctionne durant la dernière quinzaine du mois d'août. Donc, les Allemands viennent de partir et donc la ville est libérée par les FTP qui vont organiser un tribunal populaire dans lequel participe également la population, des membres de la population civile. Et donc, ils vont rendre des jugements effectivement expéditifs et condamner à mort, eh bien, 42 personnes qui vont être exécutées, dont 7 Allemands et 8 femmes. Et Pierre Laborie, et c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, toujours remettre ces tribunaux en contexte, explique bien pourquoi ce tribunal populaire et pourquoi ces violences. Premièrement, eh bien, justement, ces violences, elles s'expliquent aussi par les exactions des Allemands et des collaborateurs qui ont eu lieu en Ariège juste avant. C'est une sorte de réponse aux violences qui ont précédé. Et les exactions qui ont pu concerner les résistants et les civils. Ensuite, il y a une situation d'anomie, c'est-à-dire que le préfet n'est nommé que le 25 août. Ça fait déjà 7 jours que le tribunal populaire fonctionne. Donc il n'y a pas de lien direct avec les autorités, justement, de droit. Et le dernier élément sur lequel il faut insister, eh bien, c'est l'envie de cette population, de ce village, de gérer son épuration. L'épuration doit être faite au village. Et donc là, on voit bien que certaines communautés peuvent être très sévères dès lors qu'il s'agit de s'auto-épurer, en quelque sorte. Habitant de Pamiers. Vous savez, les gens ont raconté un tas d'histoires. Ça s'est passé, j'ai vu ci, j'ai vu là, j'ai vu le reste. Bon, en réalité, ils n'avaient rien vu du tout. J'avais 24 ans. J'ai entendu parler de ces choses-là
a couvert d'ailleurs très peu parce que, vous savez, ces événements ont provoqué tout de même un assoupissement dans les conversations. Si je peux parler d'un assoupissement, c'est-à-dire qu'on n'en parlait pas de ça, on évacuait. Témoignage sur France Culture à propos de ces tribunaux populaires à Pamiers. Christophe Bourseillet, là, le silence aussi, et c'est bien cela dont il est question avec l'épuration, c'est ce qu'on en dit et ce qu'on oublie de dire. Oui, mais bon, c'est cette violence populaire, on pourrait dire là en l'occurrence, cette violence, cette vengeance collective, elle s'explique aussi, il faut bien le dire, par les exactions commises par les miliciens, principalement, et par les groupes d'action du Parti populaire français dans la dernière partie de la guerre. Vous savez, la milice avait été créée en 1943 par Joseph Darnan, mais assez rapidement, finalement, ces troupes ont commencé à échapper à son contrôle. Et il y a pas mal de miliciens qui se sont mis à travailler pour leur propre compte, notamment en commettant des assassinats, notamment en commettant des hold-up, en profitant de leur posture pour se livrer à des exactions épouvantables. Idem pour les groupes d'action du Parti populaire français qui étaient particulièrement déchaînés, particulièrement sauvages et particulièrement craints de la population, avec en plus la bénédiction des Allemands, c'est-à-dire qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ils pouvaient profiter, piller, voler, violer en toute impunité, donc ça joue énormément. Et puis là-dessus, il faut pas oublier un autre aspect, la propre à 1944, c'est que pendant l'été 44 et à l'automne 44, quand les miliciens s'enfuient pour aller, et les PPF s'enfuient pour aller vers l'Allemagne, ils commettent énormément de sévices sur leur passage. Ils font des hold-up, ils pillent des banques, mais ils massacrent des gens de façon épouvantable. Il y a à Poitiers un massacre épouvantable qui est commis. Ils commettent des actes monstrueux, de sorte que vous avez en fait une situation épouvantable de guerre civile en France. En réalité, à ce moment-là, vous avez deux France qui se font face finalement, et vous avez la France on pourrait dire, qui n'a pas collaboré, qui va se venger d'une certaine façon. Alors évidemment, il y aura des gens qui vont en profiter, il y a les FTP qui vont profiter de la situation pour régler des comptes, etc. Mais quand même, vous avez là une espèce de phénomène de vengeance collective et de meute collective qui peut se comprendre, sans l'excuser bien sûr, mais qui peut se comprendre par l'extrême violence de ce qui s'était passé les mois précédents. Et je parle pas des massacres commis par les Einsatzgruppen allemands pendant leur retraite aussi à Redon-sur-Glane et ailleurs. Donc il y avait ce mélange de ressentiment qui pouvait expliquer évidemment cette sauvagerie quand même, pardon de le dire, d'une certaine partie de la population, notamment vis-à-vis des femmes. Fabien Lostec, oui, cette émotion, cette intensité d'émotion au moment de la libération. Avez-vous trouvé, au cours de vos recherches, une réflexion même sur cette épuration? Certains dire, attention, il faut tout de suite mettre un cadre, au-delà de l'aspect judiciaire, quelque chose peut-être de plus moral. Alors, ce qui est certain, c'est que dès les premiers jugements extra-légaux, c'est-à-dire les jugements qui sont rendus par les tribunaux résistants, il y a une réflexion au sein de la résistance sur la façon justement de rendre la justice. Et j'ai trouvé notamment en Lot-et-Garonne un membre de la résistance qui dit à son chef résistant « Attention à la manière dont on va rendre la justice, il ne s'agit pas d'agir comme a pu agir Vichy. » Donc il faut, alors bien entendu on est dans un contexte là encore du processus insurrectionnel de guerre, donc la justice ne peut pas être pleine et entière comme elle le sera par la suite, mais il n'empêche que les résistants, une partie d'entre eux tout de même, sont vigilants à la façon de rendre ces jugements, la parole donnée à la défense, les recours, même si bien évidemment c'est des recours auprès de la résistance et des chefs résistants, mais il y a vraiment une attention portée à cette justice, oui. Christophe Bourseillet. Et puis il y a aussi un phénomène dont il faut parler, c'est peut-être un phénomène d'inquiétude collective, parce qu'à l'automne 1944, des bruits circulent, et notamment l'idée que des nazis derrière les lignes, des Français collabos, sont en train de monter des maquis noirs, donc des maquis, une sorte de résistance anti-résistante, et donc est-ce qu'il y a des maquis noirs dans la région? Donc vous avez cette crainte d'autant plus légitime que d'anciens militants du PPF
ont refondé fugitivement un parti qui a été interdit au bout de quelques jours, mais donc il y a une tentative on pourrait dire, de maintien d'une existence de réseau souterrain du PPF, en lien d'ailleurs avec la centrale en Allemagne de Mainau. Donc il y a un vrai phénomène. Et par ailleurs, le PPF et les miliciens, sous contrôle des Allemands bien sûr, vont parachuter des gens derrière les lignes alliées pour essayer justement de lancer des maquis. Alors tout ça va foirer, c'est-à-dire que les parachutages vont se solder par un échec massif. Généralement, les parachutés vont se faire cueillir par la police au bout de quelques mètres. À peine sont-ils à terre qu'ils vont se faire arrêter. Mais enfin, ça suscite une inquiétude générale. Et donc, c'est dans ce contexte d'inquiétude qu'ont lieu les exactions qu'on peut éventuellement dénoncer, si vous voulez. Il faut aussi expliquer ça par ce contexte historique assez particulier, cette inquiétude d'un possible revirement de la situation. L'inquiétude générale à l'été 1944, une sorte de grande peur, pour reprendre une expression associée à la Révolution française. Fabien Lostec, vous le dites bien, c'est condamné à mort en 1944. C'est le plus grand nombre de femmes exécutées depuis la Révolution française. Oui, alors je compte 46 femmes exécutées de manière légale. Alors dit comme cela, effectivement, ce chiffre peut sembler dérisoire, surtout qu'elle ne représente que 3% des 1500 exécutés légaux. Donc c'est pour ça le chiffre de 10 000 exécutés. On arrive à 10 000 si on ajoute les exécutés sommaires aux exécutés légaux. Et donc 3%, là encore, ça peut sembler marginal, sauf que, effectivement, pour retrouver autant de femmes condamnées à mort et exécutées en si peu de temps, eh bien, il fallait remonter à la Révolution française. Avec une mémoire complexe, celle de l'épuration. Christophe Bourseiller, quand vous étudiez la survie de la collaboration, est-ce que l'épuration est quelque chose qui est mis en avant? Vous l'avez dit, dans le cas de procès, oui, ça peut être utilisé. L'extrême droite va l'utiliser, l'épuration. C'est-à-dire que l'extrême droite va, pendant des années, multiplier les pamphlets pour dénoncer ce qu'on appelle les crimes du résistentialisme, pour dénoncer les crimes des Alliés, en disant, finalement, nous sommes les victimes d'une répression injuste, nous avons souffert, nous avons des martyrs, et ceux qui ont été réprimés dans le cadre de l'épuration, qu'elle soit légale ou extrajudiciaire d'ailleurs, sont des martyrs, ce sont des camarades, nous les glorifions. Et ça continue aujourd'hui. Si vous allez aujourd'hui sur les sites d'extrême droite, vous verrez quand un ancien collabo meurt, vous avez son parcours en disant quel courage, il a résisté, il a survécu à l'épuration, ce moment épouvantable. Et il y a une tentation de faire une sorte de parallèle malsain et scandaleux entre les camps de la mort et les prisons françaises de l'après-guerre, vous voyez. Et ça, c'est ce qu'on trouve effectivement dans la prose d'une grande partie de l'extrême droite radicale aujourd'hui. Oui. Si on devait résumer, il y a quatre vecteurs de diffusion de cette mémoire des épurés. La presse, effectivement, d'extrême droite à la sortie de l'occupation, la sortie de la guerre. Les écrits de Paris, par exemple. Rivarol, Défense de l'Occident, de Maurice Bardèche. C'est dès 47, début 50. Et donc, Défense de l'Occident de Maurice Bardèche, non sans lien entre négationnisme et contestation de l'épuration. La littérature de témoignage. On parle depuis tout à l'heure du résistentialisme. Citons les crimes masqués du résistentialisme de l'abbé Desgranges en 1948. Également des organisations de défense des épurés, des comités de soutien, des associations de défense des droits des épurés. On peut penser par exemple à l'association pour la défense de la mémoire du maréchal Pétain par exemple. Et enfin, souvent oublié, également des relais extérieurs. C'est-à-dire les exilés, les collaborateurs qui sont partis à l'étranger, un certain nombre de passeurs qui vont diffuser cette mémoire et internationaliser cette mémoire à l'étranger, et également la mobilisation parfois de l'échelon international. On fait appel à l'ONU pour contester, par exemple, l'épuration, la manière dont elle s'est déroulée. Merci vivement à tous les deux de nous avoir éclairés sur cette histoire complexe, et on l'a dit, plurielle, de l'épuration. Été 1944, oui, mais pas seulement. On voit bien ici qu'il y a le avant et aussi le après. Je rappelle le titre de vos ouvrages. Christophe Bourseiller, Ombre invaincue, la survie de la collaboration dans la France de l'après-guerre. C'est édité chez Perrin. Et Fabien Lostec, condamné à mort, l'épuration des femmes collaboratrices aux éditions du CNRS. Pour terminer cette émission, comme de l'air et de la poésie, évidemment, Paul Éluard, comprenne qui pourra. En ce temps-là, pour ne pas châtier les coupables, on maltraitait des filles. On allait même jusqu'à les tondre. Comprenne qui voudra, moi mon remords ce fut la malheureuse qui resta sur le pavé,
La victime raisonnable, à la robe déchirée, au regard d'enfant perdu, découronnée, défigurée, celle qui ressemble aux morts, qui sont morts pour être aimés. Une fille faite pour un bouquet et couverte du noir crachat des ténèbres. Une fille galante, comme une aurore de 1er mai, la plus aimable bête, souillée et qui n'a pas compris qu'elle est souillée. Une bête prise au piège des amateurs de beauté. Et ma mère, la femme, voudrait bien dorloter cette image idéale de son malheur sur terre. En 1944, Paul Éluard, le poème « Comprenne qui voudra ». C'est le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, avec aujourd'hui la technique Noé Chaban, émission préparée par Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Laloum, Chloé Rouillon et Maïwen Guiziou. Le cours de l'histoire, écoutez à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.